Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence sur la thématique de l'éco-conception des emballages. Je vais laisser les dernières personnes s'installer et puis on va pouvoir commencer cette conférence. Donc, pour rentrer dans le sujet, aujourd'hui, on est là pour cette thématique de l'éco-conception des emballages. Donc nous, moi, dans mes thématiques que j'aborde au quotidien, lorsque je parle d'éco-conception, je parle d'éco-conception au sens général, pour tout type de produit. Et donc l'emballage fait partie des produits qu'on va aborder avec ses spécificités. Donc, pour me présenter brièvement, donc moi je m'appelle Florian Ribeiro, je suis ingénieur conseil éco-conception. Donc la slide suivante s'il vous plaît. Donc je suis ingénieur conseil éco-conception et animateur d'un programme régional sur l'éco-conception. J'ai une certaine spécialité en communication environnementale et derrière, avec on va dire mon passé mécanique et ma spécialisation en éco-conception, donc j'accompagne les entreprises dans la mise en place de démarches d'éco-conception, donc du début, du cadrage jusqu'à la mise sur le marché, la communication des produits. Donc ma structure, le pôle éco-conception, c'est le centre de ressources nationales sur la thématique de l'éco-conception, donc slide suivante. Donc le centre de ressources nationales sur cette thématique-là, on accompagne les entreprises pour développer cette thématique et oui, très bien. Du coup, on utilise le cycle de vie pour augmenter la performance et créer de la valeur par plusieurs leviers. Donc on utilise la pensée cycle de vie pour innover, le management cycle de vie pour s'organiser, pour prendre en compte l'environnement dans toutes les activités de l'entreprise, et l'évaluation environnementale pour quantifier les impacts environnementaux sur l'ensemble de ce cycle de vie, avec pour objectif derrière ça de créer de la valeur, d'améliorer la performance de l'entreprise, qu'elle soit économique mais aussi environnementale. Donc c'est mieux si c'est moi qui gère le petit bouton pour passer les slides. Du coup, pour expliquer rapidement ce qu'est l'éco-conception, donc déjà c'est une définition, ça consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit, d'un service et lors de toutes les étapes du cycle de vie. C'est une approche où on va prendre un produit, un service. Ce n'est pas une approche organisme, hein, on sélectionne un produit, un service, et on va réfléchir à réduire les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie de ce produit, toutes les étapes, donc matière première, fabrication, transport, utilisation, fin de vie. Et on va voir plusieurs angles de vue pour réduire ces impacts. On va avoir une vision multicritère. Donc on va regarder tout ce qui est lié au changement climatique, à l'écotoxicité, à la consommation d'énergie non renouvelable, etc., etc. Donc on va avoir une vision cycle de vie, mais aussi sur plusieurs enjeux environnementaux. Et on va éviter les transferts d'impact. Donc éviter qu'une amélioration sur une étape du cycle de vie ou sur un critère d'impact ne se répercute sur une autre étape du cycle de vie ou sur un autre critère d'impact. Si je prends un exemple assez simple, si je veux réduire l'impact environnemental de ma voiture thermique, essence ou diesel, je vais peut-être aller vers un véhicule hybride. Et donc, en allant vers un véhicule hybride, je vais mettre des moteurs électriques, des batteries, tout un tas d'intelligence, d'électronique derrière, qui vont engendrer un impact un petit peu plus supplémentaire en phase de fabrication, au niveau des matières premières, mais aussi sur le traitement de la fin de vie. Donc quand on fait de l'éco-conception, on va essayer que de manière globale, on réduise l'impact et qu'on évite ces transferts d'impact. Derrière ça, on va faire également des compromis. Donc on va chercher le chemin qui permette d'un côté de réduire les impacts environnementaux et d'un autre côté de coller aux contraintes marché, aux attentes clients, de ne pas engendrer des surcoûts trop importants. On va chercher le juste compromis qui permette de réduire l'impact environnemental et de vendre un produit moins impactant à la place d'un produit plus impactant sur le marché. Donc voilà pour poser le contexte de ce qu'est l'éco-conception, donc de manière générale, pour tout produit, pour tout service.
Donc si on rentre maintenant sur le domaine de l'emballage, donc j'ai pris cet exemple-là de manière assez simple. Selon le type de produit qu'on a, l'emballage peut avoir une part plus ou moins importante dans les impacts sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Si on prend une bouteille d'eau, l'emballage, ce sera jusqu'à 40% des impacts sur les émissions de CO2 et le changement climatique. Si on prend un produit, par exemple une pizza avec des produits carnés, des produits issus d'agriculture divers et variés, on aura un emballage qui aura forcément moins d'impact sur cet ensemble. Donc selon le type de produit qu'on a, l'emballage prend plus ou moins de place dans les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie. Donc ça, c'est pour placer le contexte vraiment de l'emballage à l'intérieur des produits. Derrière, quand on fait de l'emballage, quand on fait de l'éco-conception des emballages, on a un peu de chance parce que c'est un des secteurs dans lequel il y a le plus d'outils pour avancer dans l'éco-conception. Il y a des outils que vous voyez en bas à droite qui permettent la quantification d'impacts environnementaux. Donc les outils d'ACV experts, type CIMA Pro, IME, il y a tout un tas de logiciels d'ACV experts. Il y a des outils d'ACV simplifiés. Et dans l'emballage, il y en a un assez connu qui est BI, donc bilan environnemental des emballages. Il y a la base impact, le bilan produit de l'ADEME qui est aussi également accessible pour les emballages notamment un peu plus complexes. Il existe également les matrices d'indices écologiques, là j'en parle pas forcément, les évaluations sur réglementation, j'en parle pas forcément. Je vais plutôt vers les outils qui vont permettre des améliorations. Donc il y a des outils qui permettent de la quantification et d'autres qui vont nous aider à nous améliorer. Et donc dans les outils d'amélioration, il y a des guides. Donc nous, on a notamment un guide sur l'éco-conception des emballages. Il y a les checklists, notamment tout ce qui est lié au COTREP, au CEREC, qui nous donne des avis sur les emballages plastiques, sur les emballages carton, qui nous aident à prendre des décisions en vue de la recyclabilité des emballages. On a l'outil fil en haut qui nous donne des axes d'éco-conception pour les emballages et qui est mis à disposition par Citeo. L'outil tri qui est plus sur la recyclabilité des produits, pour le test de la recyclabilité des produits. Et puis pour finir ce petit tour des outils, on a une liste de substances qui n'est autre que tout simplement l'éco-participation, l'éco-contribution liée aux emballages. C'est-à-dire que derrière la tarification d'un emballage se cachent des études liées aux impacts et liées à leur recyclabilité. Ce qui fait que quand on essaye de baisser cette tarification en comprenant les règles du jeu, on essaye de réduire l'impact environnemental. Donc voilà pour un petit tour des outils. Si on reprend un peu de recul sur les emballages, de manière générale, on ne réfléchit pas à un emballage seul. On réfléchit à un système produit-emballage, donc son emballage et son contenu. Et on va aussi chercher à améliorer les 3 niveaux d'emballage dans leur ensemble. De bien prendre en compte ces 3 niveaux, donc tout ce qui est unité de vente consommateur, tout ce qui est emballage secondaire, tout ce qui est emballage tertiaire. Donc on prend ça ensemble dans leur globalité et on essaye de réduire les impacts environnementaux en réfléchissant bien système emballage. Pourquoi on réfléchit système emballage ? Parce que si on améliore, on réduit un impact environnemental sur un emballage, parfois ça se répercute sur un autre emballage. C'est ce que j'évoquais juste avant dans ma définition de l'éco-conception, c'est qu'on va éviter les transferts d'impact. Et pour éviter les transferts d'impact, ça se joue au niveau des différents niveaux d'emballage et ça se joue aussi avec le produit. Donc, il ne faut pas que j'améliore mon emballage et que derrière, ça se répercute sur l'impact environnemental du contenu, que je perde plus de contenu ou autre. Donc je vais comme ça essayer de faire attention à ces transferts d'impact. Il y en aura potentiellement, hein. Il y en a toujours, même quand on passe au vrac ou autre, derrière il y a toujours des nouveaux emballages quelque part, des répercussions autre part dans la chaîne logistique. Donc on ne pourra pas entièrement les éviter, par contre on va essayer de les maîtriser. Et que de manière globale, on réduise réellement l'impact environnemental sur ces emballages.
Donc quand on parle d'emballage, c'est important d'avoir en tête que on ne peut pas tout supprimer et faire une croix dessus en disant c'est inutile, ça ne sert à rien. L'emballage a une multitude de fonctions et dans l'éco-conception des emballages, on est obligé d'avoir à l'esprit ces fonctions. Donc des fonctions de protection, de facilitation à l'usage, de contenir, de conserver quelque chose, de transporter, de regrouper. Donc tout un tas de fonctions qui vont être liées à cet emballage et donc il faut bien, de manière générale, les lister pour en avoir conscience et derrière on va pouvoir agir dessus lorsqu'on va essayer d'éco-concevoir ces emballages. On va pouvoir agir potentiellement dessus un petit peu comme sur des curseurs. C'est-à-dire que j'ai une multitude de fonctions sur mon produit. Donc la fonction de contenir, de conserver, d'informer, de transporter, de stocker, de faciliter les opérations de conditionnement, de rendre visible le produit. Donc on a une multitude de fonctions. On va pouvoir les lister, les hiérarchiser. Et lorsqu'on va se lancer dans l'éco-conception, il faut être conscient qu'on va agir un peu sur ces fonctions comme sur des curseurs. C'est-à-dire que je veux passer d'un format boîte de céréales très visible à un format cubique qui permet d'optimiser la quantité de matière pour emballer un même volume. Je vais avoir une surface visible en rayon qui sera moins importante. Donc il faut être conscient de ces curseurs qu'on va agir, de ces compromis qu'on va réaliser sur différentes fonctions pour derrière trouver des stratégies qui peuvent compenser. Je prends un exemple, si on passe d'une boîte céréales à un cube, rien n'empêche de faire un cube avec une impression d'un côté, une impression différente sur chaque côté pour qu'au final, quand on empile 3 cubes, j'ai une forme de boîte de céréales complète et visible en rayon, tout en ayant l'optimisation liée à cette forme qui est le cube qui permet d'emballer un même volume avec moins de matière que le format boîte de céréales. Donc il faut bien avoir conscience qu'on va agir sur des fonctions, qu'on va essayer de trouver les endroits où on peut aller faire des compromis, aller chercher des marges d'amélioration. Et donc c'est déjà un des axes de réflexion lorsqu'on se lance dans l'éco-conception des emballages. Donc j'ai dit tout à l'heure dans ma définition que les emballages, que quand on faisait de l'éco-conception, on faisait des compromis. Donc on fait toujours des compromis. On va trouver ce qui va répondre à un client et qui va être admissible pour essayer de trouver le juste milieu pour faire un produit moins impactant. Donc je prends cet exemple assez simple. Les bouteilles d'eau, vous avez tous à l'esprit, aujourd'hui les nouvelles bouteilles d'eau qu'on a et qu'on achète, ces bouteilles d'eau, elles ont été extrêmement allégées. Allégées au niveau de la bouteille, du bouchon, des étiquettes. Donc vraiment sur tous les composants de la bouteille. Derrière, il y a eu un compromis qui a été réalisé. Parfois, le compromis a même été poussé à son extrême. C'est-à-dire qu'on a des bouteilles même qui, quand vous ajoutez à ça le petit bouchon qui se clipse et en plus l'appréhension de la bouteille qui s'écrase, vous avez un ensemble qui fait que vous pouvez vous retrouver avec de l'eau sur vous au moment où vous ouvrez votre bouteille. Donc le compromis, il est réalisé sur ce type de bouteille. Il y en a qui le poussent plus loin, qui vont bien plus loin que d'autres. Mais derrière, effectivement, ça se répercute sur l'appréhension de la bouteille, sur derrière la facilité à verser. Ça a de l'impact sur mon t-shirt ou sur mon pull que je dois aller changer au moment où j'ouvre ma bouteille d'eau. Donc voilà, on va être toujours dans cet axe de réflexion et de trouver le juste compromis qui sera admissible, notamment lorsqu'on réduit, par exemple, les épaisseurs. Alors, si je prends un autre exemple assez simple, je me dis, quand j'achète mon concentré de tomates, j'ai un suremballage carton qui est autour de ce produit, de ce flacon. Je peux me dire tout simplement, je vais essayer de supprimer cet emballage carton parce qu'il est inutile. Voilà, je vais mettre en vrac dans un rayon. Derrière, ça peut être une piste, ça peut être un axe de travail, effectivement, mais il faut être conscient
que derrière, il y a un risque de glissade en rayon, une protection réduite du produit, une diminution de la visibilité, et il faut évaluer si ce compromis il est admissible ou non. Et donc on va être souvent dans la recherche d'axes d'éco-conception pour notre emballage, donc on peut réfléchir une multitude, et après on va réfléchir est-ce qu'on le met en place ou non, et quand on le met en place, comment on peut pallier les différentes problématiques, comment je vais décider ou non de réellement mettre en place cette piste d'éco-conception. Donc, pour continuer dans ma présentation, donc, donc je vous ai expliqué ce que c'était que l'éco-conception, une démarche produit, cycle de vie, on regarde plusieurs critères d'impact, on évite des transferts d'impact et on fait des compromis. Donc pour arriver à ça, je vais pouvoir mettre en place une vraie méthodologie. Donc il y a une démarche d'éco-conception qui existe. Cette démarche, elle est en 6 étapes. Je vous l'explique plutôt à l'oral, je n'ai pas forcément de choses à vous montrer là. Donc 6 étapes. La première, ça va être une étape de cadrage de la démarche d'éco-conception. De décider sur quel emballage, sur quel composant je vais agir. Et quand je vais décider ça, je vais décider en fonction de mon contexte d'entreprise et du contexte de mes produits. Par exemple, j'ai envie de réduire l'impact, j'ai envie de me lancer dans une démarche d'éco-conception, je ne sais pas quel emballage choisir, sur lequel commencer ma démarche. Pour cette sélection, je vais pouvoir me poser un certain nombre de questions d'un point de vue de mes capacités et de mes opportunités. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'ai des opportunités d'un point de vue réglementation liées à cet emballage spécifique, des opportunités liées aux attentes clients, d'un point de vue coût, est-ce que je peux réduire les coûts sur ce type d'emballage? Est-ce que c'est un emballage que je dois revoir l'année prochaine? Donc, du coup, c'est celui-là que je vais éco-concevoir. Et je vais me poser aussi la question de mes capacités. Donc, est-ce que je suis en mesure de sourcer, d'acheter autrement ces emballages? Peut-être que sur certains emballages, j'ai qu'un fournisseur et je n'ai pas le choix. Alors que sur d'autres, j'en aurai plusieurs, j'aurai des marges de travail et d'éco-conception qui seront plus importantes. Donc déjà, dans le choix de l'emballage qu'on va éco-concevoir, qu'on va chercher à améliorer, c'est déjà un début d'approche stratégique. Donc c'est en lien vraiment avec le contexte interne-externe. Donc c'est une stratégie réellement que de choisir lequel on va attaquer en premier. Derrière, on va déterminer, on va dimensionner le projet d'éco-conception lié à cet emballage. Pareil, dans ce dimensionnement, selon nos niveaux de maîtrise et nos opportunités, on ira plus ou moins loin dans la redéfinition de l'emballage. Si j'achète simplement et que j'ai juste un cahier des charges à transmettre à un fournisseur, je ne ferai peut-être pas de la même manière que si c'est moi qui le conçois directement, que j'ai mes fournisseurs de matières premières en direct. Donc je ne dimensionnerai pas de la même manière ma démarche d'éco-conception, où du coup, si on se retrouve, si on ne conçoit pas totalement, ce sera plus de l'éco-sélection, mais ça reste une logique d'éco-conception. C'est-à-dire que je vais essayer de prendre un emballage pour réduire son impact environnemental sur l'ensemble de son cycle de vie avec une vision multicritère, en faisant des compromis, etc., etc. Donc, ce que je vous ai expliqué au tout début de ma présentation. Donc ça, c'est la première étape de la démarche d'éco-conception où on cadre notre démarche. Ensuite, souvent, on va faire une évaluation environnementale de référence. Donc, je vais pouvoir utiliser les petits outils que je vous ai montrés tout à l'heure pour quantifier les impacts environnementaux de mon emballage, pour déterminer où se situent les principaux enjeux. Quels composants? Est-ce que le transport a une grosse influence? Quel est le lien entre l'emballage et la formule? Est-ce que je dois bien travailler ce lien? Parce qu'au final, je perds beaucoup de matière à l'intérieur de l'emballage, donc je dois mieux travailler ce lien pour réduire réellement mon impact derrière. Donc, cette deuxième étape va vraiment permettre de dire où est-ce qu'on va travailler en priorité d'un point de vue axe d'éco-conception, d'un point de vue réflexion éco-conception. Et ensuite, on va passer à une phase 3 où on va créer de l'idée.
Donc créer de l'idée, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc pour créer de l'idée, il y a des outils qui nous donnent des axes d'amélioration pour les emballages. Je vous en montrerai un juste après. Et donc l'idée, là, c'est d'être le plus exhaustif en termes d'idées. Il n'y a pas de mauvaise idée à ce moment-là. Et de mettre un petit peu les différents services, les différentes personnes autour de la table, pour passer ensuite à l'étape suivante, qui sera la hiérarchisation des pistes d'éco-sélection, des pistes d'éco-conception, des pistes voilà, pour améliorer l'emballage. Et dans cette phase de hiérarchisation, eh ben, on va revenir à cette notion de compromis. Donc par rapport à cette piste, celle-ci, bon, est-ce qu'elle va intéresser mon client? Est-ce qu'elle ne va pas l'intéresser? Est-ce qu'il est réceptif au fait que j'intègre de la matière recyclée? Ou plutôt réceptif au fait que j'intègre de la matière biosourcée, agrosourcée, je préférerais même. Donc je vais me poser tout un tas de questions lors de cette phase de hiérarchisation pour déterminer quelle piste je retiens et quelle piste je retiens peut-être plutôt à moyen terme, d'autres pistes peut-être à long terme, et puis d'autres que je mets carrément de côté parce que ça n'est pas du tout d'actualité et ça n'est pas possible au vu de mon contexte d'entreprise. Donc ça, on est à l'étape 4. Ensuite, on va faire une évaluation environnementale d'une situation finale par rapport à une situation de référence et on va vérifier que les pistes qu'on a sélectionnées, quand elles sont bien dans le produit, dans l'emballage, elles permettent réellement de réduire l'impact. Et au final, on va arriver sur l'étape finale de l'éco-conception, c'est-à-dire la communication. Donc si on a bien fait cette réflexion, on a déjà pensé aux attentes clients, on a déjà pensé comment se positionner les concurrents, on a bien évalué notre contexte et on arrive sur une phase de communication qui est normalement déjà préparée parce qu'on a identifié le taux de recyclabilité du produit, le nombre de composants pour faciliter le recyclage, on a intégré un pourcentage de matière recyclée, enfin, après il y a tout un tas d'axes de travail. Et donc quand j'arrive à la communication, je me suis créé déjà un argumentaire, des preuves, peut-être même en interne, qui me permet de faire une bonne communication. Donc c'est-à-dire, par exemple, j'ai calculé, j'ai intégré un pourcentage de matière recyclée, j'ai demandé une certification à mon fournisseur en termes de partie de matière recyclée. Donc du coup, quand je vais communiquer, je vais pouvoir m'appuyer sur ces preuves. Donc voilà, le fournisseur qui me certifie qu'il a intégré tant de pourcents minimum de matière recyclée sur tous mes emballages. Donc voilà, on a vraiment une étape, une démarche en 6 étapes, avec, comme je l'ai dit au tout début, un lien fort entre chaque niveau d'emballage et entre l'emballage et le produit qui est contenu à l'intérieur. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que quand je vais rechercher des pistes d'éco-conception pour mes emballages, je vais pouvoir générer de l'idée. Et pour générer de l'idée, il y a des outils, je vous en ai présenté un tout à l'heure. Il y a Phil, proposé par Citeo, qui est mis à disposition directement sur un site internet. Donc c'est des axes de travail standards pour les emballages. Et vous avez des outils plus ou moins complexes. Nous, celui qu'on utilise, on va dire qui est moyennement complexe, qu'on utilise beaucoup avec les entreprises, c'est la roue des stratégies d'éco-conception, la roue de Bretze, qui nous donne des axes de travail pour l'éco-conception produit, mais qui sont également largement employables pour les emballages. Et pour toute catégorie de produits, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser ça pour l'agroalimentaire, pour l'électronique, enfin voilà, pour tout un tas de produits. Donc à chaque fois, je vais pouvoir voir sur chaque étape du cycle de vie, et même le zéro, c'est même une réflexion plus globale, donc on va penser totalement, c'est là où on va penser peut-être à aller vers du vrac, donc d'autres emballages que les emballages ordinaires, où on va vraiment bouleverser notre manière de fonctionner. Et ensuite, sur les autres points, donc 1, 2, on travaillera plus sur les matières premières, 3, sur la fabrication, 4, sur la logistique. Sur le 5 et 6, on travaillera sur l'utilisation et le lien entre l'emballage et le produit potentiellement, son transport même lorsqu'on utilise.
Et au final, on pourra travailler sur la fin de vie. Donc cette roue des stratégies d'éco-conception nous donne une multitude d'axes et on peut choisir les axes qu'on souhaite aborder ou non. Donc nous, on a cette version-là, on a une version qui regroupe 150 stratégies d'éco-conception bien plus précises qu'on utilise un peu comme checklist en interne. Quand on travaille dans l'éco-conception, on se dit, bon, ça, est-ce que c'est intéressant? Ça l'est pas, ça l'est pas. Donc on utilise voilà, ce type d'outil. Donc si je prends, donc moi j'avais encadré la partie sélectionner des matériaux à moindre impact. Bon, j'ai pris un exemple dans ma sélection de matériaux à moindre impact. Je me suis dit pourquoi pas passer par exemple d'un shampoing solide, d'un shampoing liquide à un shampoing solide et du coup par la même occasion changer mon emballage. Donc c'est un exemple, c'est pas forcément voilà, le meilleur, j'en ai un autre derrière, mais je passe par exemple là du plastique à de l'emballage carton, donc c'est une répercussion sur la formule, sur le produit, donc voilà c'est une démarche même d'éco-conception plus globale, mais derrière ça je vais agir sur les matières premières et la réduction des impacts liés aux matières premières. Je peux également intégrer de la matière recyclée. C'est comme ce qu'a fait notamment Yves Rocher, où il y a d'autres marques qui sont positionnées sur ces sujets-là. Il y a la possibilité de substituer les matières, de passer d'un plastique à un autre, de passer d'un plastique à une autre matière, de passer d'un carton à un autre emballage, quelle que soit la matière, pour essayer de réduire l'impact. Donc voilà, il y a une multitude de possibilités d'un point de vue matière première. Donc voilà, si je continue, derrière, on peut réduire l'utilisation de matières premières. Donc la première, c'était choisir les matériaux. Après le choix des matériaux, on peut réduire l'emploi de ces matériaux. Donc petit exemple, celui que j'évoquais tout à l'heure. Pour emballer 1 litre de liquide, quelle que soit la matière, le composant, selon la forme que j'aurai 59% plus de matière avec mon format boîte de céréales par rapport à ma sphère pour emballer 1 litre de produit. J'évoquais tout à l'heure, j'étais sur ce sujet-là ce matin avec une entreprise. Elle me disait, nous on a pensé au format cylindrique, par contre ça a des répercussions sur les autres niveaux d'emballage. Donc ça va être plus compliqué, on mettra peut-être moins de produits dans nos cartons. La réponse a été simple, c'est que ça s'évalue, ça se quantifie. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gains sur les matières premières, sur l'unité de vente consommateur, mais d'un autre côté, ça se répercute autre part, que ce soit sur les taux de chargement, sur la quantité des emballages secondaires, ça se quantifie, ça s'évalue pour prendre une décision. Et selon si mon emballage est en aluminium ou si mon emballage est en plastique, ce ne sera pas du tout le même choix. Si je gagne peut-être 1 gramme d'aluminium, c'est bon, hein, c'est pas grave hein, si j'ai des répercussions sur l'emballage secondaire. Par contre, gagner que 1 gramme de plastique, ce sera peut-être moins intéressant si derrière j'ai des répercussions sur les emballages secondaires. Donc je continue sur ça, donc je peux aller plus loin sur les phases de transport, travailler sur les phases de transport. Donc au niveau du transport, j'ai un exemple assez simple. Je peux agir sur l'efficacité logistique, calculer un indicateur de vide perdu pour essayer d'optimiser ce chiffre et pour optimiser derrière la logistique pour réduire l'impact. Ça sera parfois même dur à matérialiser d'un point de vue outil de quantification d'impact. Par contre, le chiffre part de lui-même. Si on réduit les volumes, ça peut être intéressant quelque part pour réduire l'impact quand même. Si je continue sur mon déroulé de roue des stratégies d'éco-conception, je vais pouvoir agir sur tout ce qui est usage. Et donc, lors de la phase d'usage, j'ai un lien quand même fort entre mon emballage et mon produit. Mon emballage va permettre potentiellement d'avoir la juste dose. Et d'avoir la juste dose pour certains produits, c'est ultra important pour réduire les impacts environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de plastique, mais si derrière ça, j'économise du shampoing ou du savon qui a également énormément d'impact, au global, je réduis mon impact environnemental. Donc il y a un lien fort entre le contenant et le contenu. Si je continue,
je peux parler de taux de restitution des emballages. Est-ce que je restitue 90% de mon contenu ou 100% ou 99,9%? Donc, toujours dans cette logique de l'éco-conception des emballages et là, pour le coup, du lien avec le produit qui est à l'intérieur. Ensuite, alors, on peut aller sur tout ce qui est optimisation de la durée de vie. Dans l'optimisation de la durée de vie, il y a passer à des emballages réutilisables avec des recharges derrière. Donc on a un emballage qui va durer un petit peu plus dans le temps et donc sur une durée de vie plus long terme avec l'utilisation de plusieurs produits, au final, on réduira la quantité de matière utilisée. Donc il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on va vers de la recherche que c'est forcément toujours intéressant, mais dans certains cas, ça l'est. Et si je finis donc voilà, avec ma dernière étape qui est la fin de vie des produits, je prends un exemple assez simple, la tarification, l'éco-participation. Si je comprends bien comment on calcule l'éco-participation de ma bouteille d'eau, ça m'incite à réduire mon impact environnemental et par exemple faire un bouchon qui est accroché à une bouteille. Si je fais ça, c'est parce que derrière, d'un point de vue tri en fin de vie, ça permet d'éviter de perdre un bouchon. Donc j'ai qu'un seul composant dans mon emballage et derrière, potentiellement, je recyclerai le bouchon alors que dans d'autres conditions, je ne le recyclerai pas parce qu'il partira en refus de tri ou serait perdu. Donc par la tarification, il y a des leviers qui incitent à faire des emballages uniques, qui incitent à aller vers certaines matières par rapport à d'autres et c'est très lié à la fin de vie des emballages et l'objectif de recycler. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette roue des stratégies d'éco-conception et des pistes d'éco-conception. J'en ai fait que quelques-unes pour vous montrer l'étendue du possible. Chaque contexte d'entreprise, chaque produit aura ses pistes qui seront plus ou moins intéressantes. Il faut savoir que ce soit en région Auvergne-Rhône-Alpes ou à l'échelle nationale, donc on a la possibilité au pôle éco-conception de vous accompagner sur ces sujets-là. Donc au niveau régional, on a un programme éco-conception qui peut vous aider à faire un premier pas sur cette thématique-là en bénéficiant notamment d'un diagnostic, d'une journée conseil. Donc c'est le programme éco-conception prime que vous voyez à l'écran. Vous pouvez y avoir accès et voir son descriptif sur notre site internet, donc sur le site du pôle éco-conception. Sur le site du pôle éco-conception, vous pouvez avoir également accès à un onglet qui est l'onglet emballage, qui redécrit un petit peu ce que j'ai présenté aujourd'hui, les outils qui existent. Donc on met à disposition un certain nombre de ressources de tout le monde. Derrière ça, au niveau national, aujourd'hui, il y a, dans le cadre du plan de relance, il y a un diagnostic éco-conception qui s'appelle le diagnostic Premier Pas Éco-Conception Tremplin, qui est financé par l'ADEME et vous pouvez, vous, être financé pour derrière réaliser un diagnostic éco-conception, emballage seul, emballage produit, voilà, de manière plus large, l'éco-conception. Donc voilà pour ce petit tour de l'éco-conception des emballages. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que je vous ai appris certaines choses. Donc maintenant, je serai content de pouvoir répondre à vos différentes questions. Et donc je vous laisse la parole. Si vous pouvez lever la main si vous avez une question. Pas de questions ? De remarques, de peur, de crainte, d'envie de se lancer, qu'est-ce que ça vous inspire? Dans tous les cas, la présentation sera disponible en replay. Il y aura l'accès, il y a la possibilité de me contacter si derrière il y a besoin de comprendre un peu plus, d'approfondir les outils, de voir quel outil serait adapté à votre besoin, à votre contrainte. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai expliqué la logique éco-conception.
que vous montiez, vous compreniez ce qu'il y a derrière. Même si on ne fabrique pas l'emballage, on a largement la possibilité d'éco-sélectionner et de choisir selon nos produits. Est-ce que je vais plutôt choisir un emballage sur lequel il y aura un travail sur les matières premières, ou plutôt un emballage qui me permettra d'optimiser mon taux de restitution de produits, ou où on travaillera sur la fin de vie. Donc voilà, même si vous ne concevez pas à proprement dit l'emballage, vous avez la possibilité d'agir avec des leviers en tant qu'acheteur, avec cette logique d'éco-conception, d'éco-sélection. Donc c'est juste un curseur à placer différemment dans la démarche, et une logique un petit peu différente, un travail un peu plus approfondi avec les acheteurs, avec les fournisseurs. Donc d'autres leviers que l'éco-conception globale, mais des leviers quand même qui peuvent être intéressants à activer pour réduire l'impact, pour derrière valoriser ça au consommateur final. Donc est-ce que ça a donné des envies de questions? Je vois des têtes qui se hochent, je ne vois pas de mains qui se lèvent. Ah. Oui, bonjour, merci. Je voulais juste revenir sur la slide que vous avez montrée avec des prix. Les quoi? Des prix de matière. Des prix de matière, oui, Ouais. je remonte. Ouais. Ça, du coup, c'est juste pour bien comprendre, c'est le tarif que coûte le recyclage, le quoi? Ça, c'est l'éco-contribution. Donc, quand vous mettez un emballage sur le marché aujourd'hui en B2C, mais demain, et ça arrive en B2B, pour tout emballage mis sur le marché, il y a une éco-contribution. Donc, derrière, vous financez le développement de la filière, l'organisation de la filière et quelque part le recyclage du produit. Et derrière aussi, vous avez le droit à un certain nombre de services, donc d'aide à l'éco-conception ou certaines choses. Donc cette tarification, elle est pour toute personne qui va mettre sur le marché ces emballages. Et donc à travers le calcul de cette tarification que vous payez, mais que vous faites sûrement répercuter à votre client final, derrière ce calcul-là, il y a un lien avec la fin de vie du produit. La fin de vie et la matière. Donc, c'est-à-dire dans le calcul de cette tarification, selon si vous choisissez un polypropylène, un PET, sachant que derrière il y a des densités qui sont différentes, il y a des conceptions qui sont différentes, mais derrière ça, si vous faites le calcul de la tarification, vous avez déjà une petite idée de si c'est intéressant ou non d'un point de vue éco-conception, vraiment en vue de la fin de vie, en vue de la recyclabilité derrière. Donc c'est un outil en lien vraiment avec la filière emballage française et notamment tout ce qui est emballage à destination des particuliers. D'ici quelques temps, on verra comment ça évoluera pour les emballages qu'ont les professionnels derrière. Ouais, justement, vous savez à peu près quand est-ce que ça arrivera pour les professionnels? Il y a des dates qui sont annoncées par la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. C'est en cours de travail. C'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus complexe. Les flux sont pas du tout pareils. Donc j'ai pas le détail de la mise en œuvre de ça. Pour ça, je vous invite à prendre contact avec l'ADEME, avec Citeo, qui vont toucher de près ou de loin ce travail pour cette nouvelle éco-participation, ce nouvel axe. Ah, parfait. Oui. On va éviter le Larsen. Bonjour. Ce barème-là, oui, que je connaissais déjà pour essayer. On travaille sur des problématiques d'emballage sur des produits industriels. Je voulais savoir si ce barème-là, d'après vous, il est un bon indicateur. Si je regarde, par exemple, je vais prendre un exemple. On essaie de remplacer du polystyrène par du carton. Ah, donc on voit peut-être pas, je crois que le tableau est un peu plus grand que ça. Ouais. Mettons PS par exemple, polystyrène à 38,85 par du carton à 16,53. Est-ce que le rapport de 38,85 sur 16,53 est un bon indicateur de poids, parce que ça c'est au kilo comme vous l'avez dit.
Est-ce que c'est un bon indicateur de l'impact environnemental en tant que tel? Plutôt de la fin de vie. D'accord. C'est plutôt un lien avec la fin de vie. Et de manière générale, et vraiment pour avoir un indicateur d'impact, vous avez l'outil BI qui lui permet de comparer réellement les matières sur l'ensemble de leur cycle de vie. Donc cette éco-contribution était quand même un peu plus indexée sur la partie fin de vie, de mon point de vue. Je n'ai pas le détail. Merci. D'autres questions? C'est tout bon? Eh ben, merci à tout le monde. Merci pour votre participation en nombre. C'est pas mal de monde. Merci. Et puis bonne journée à tous.